Bonjour. Voilà, j'ai présenté Blind aujourd'hui. L'idée, ça va être de faire un truc assez pratique. Donc, je vais vous présenter très rapidement ce que c'est, quel est le but, pourquoi ça a été créé. Et après, on va entrer dans un exemple concret de comment faire un jeu. Quels sont les points clés en fait de Blind pour faire un jeu multijoueur ultra simplement. Je vais juste commencer un peu là. Donc là, vous êtes première année. Qui est première année? Ok. Deuxième année? Donc toi, tu es les deux. Troisième année? Il n'y a pas de troisième année. Ok. Et donc du coup, bon, j'imagine vous avez tous fait un peu de web. Vous maîtrisez HTML5, pas de problème. Et qu'est-ce qui a déjà fait des jeux? Ouais, un peu. Ok. En web? Ok, cool. Cool, ouais, exactement, ça tombe très bien. Bon bah voilà, et donc là c'est les infos, c'est tout simple. Surtout le plus important c'est info@plane.com si vous avez quelques questions que ce soit. On est très disposé pour répondre à tout ça. Et donc maintenant, moi je vais me présenter un tout petit peu, à la fois pour juste vous sachiez qui je suis, et puis pourquoi en fait, euh, pourquoi travailler sur ce projet avec cette approche-là, et ça vient un peu du background. Donc j'ai fait l'X promo 2007, donc je suis sorti en 2011. Après j'ai fait une année, enfin parmi le cursus, il y avait une année à Londres à l'Imperial College, spécialisation en code. Et après, donc, j'étais chez Box.com, je ne sais pas si vous connaissez, pendant 2 ans. Donc, c'est l'équivalent de Dropbox, mais orienté entreprise, que personne ne connaît, mais qui pourtant marche très bien et qui était avant Dropbox. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu, ça explique un peu l'idée. En fait, c'est que mon cursus, c'est vraiment, je suis spécialisé dans l'architecture et le back-end, beaucoup plus que dans le front-end ou l'UX. Et donc, ça explique un peu le pourquoi de Blind. Alors, Blind, le point de départ, un peu, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux. Enfin, le multijoueur, c'est vraiment cool. Si on regarde les jeux de quiz, le Rosal, tout ce qui est asynchrone, en fait, c'est à la fois par le marché et par les développeurs, c'est des trucs qui sont, disons, demandés. Mais le multijoueur, c'est complexe. Il y a un certain nombre de paramètres qu'entrent en jeu pour faire du multijoueur qui n'existent pas pour faire du jeu solo. Et du coup, ça pose problème à la plupart des développeurs. Donc, qu'est-ce que c'est un peu les besoins, les complexités qu'il y a pour faire un jeu multijoueur? Donc, qui dit jeu multijoueur dit interaction entre plusieurs joueurs. Donc, du coup, après, il va y avoir plusieurs clients. Donc, il faut nécessairement que quelque part, il y ait un serveur pour le back-end pour faire un peu du partage des données et de la single source of truth. Multi-device, parce qu'en fait, si on veut faire jouer des gens ensemble, on ne peut pas essayer de les segmenter par un device. Ah, j'ai fait un jeu sur Windows Phone, mec, viens l'essayer, il est énorme. Ça n'a pas trop bien marché, ça va être dur de viraliser. Et le troisième point qui est important, en fait, c'est que justement, tout ce qui dit jeu multijoueur dit aussi il faut que les gens se retrouvent ensemble, en fait. Donc il faut déjà qu'ils soient capables de s'authentifier, parce que sinon, le serveur, il n'y a pas moyen qu'il sache qui est en face. De pouvoir inviter des potes, de pouvoir être matché avec des gens, donc en fait de pouvoir jouer soit avec des potes, soit au contraire de jouer avec des gens qui sont disponibles à l'heure actuelle et avec des histoires de matching par rapport au niveau. Il faut qu'il puisse y avoir en plus de l'interaction un peu au-delà du jeu, donc du chat. Il faut qu'il y ait du real time parce que sinon c'est une expérience qui est assez déceptive. Et donc, en fait, quand on prend tout ce champ-là, en fait, ça pose vraiment des problèmes pour les développeurs. Et ce qui est un peu dommage, parce qu'en plus, c'est relativement générique d'un jeu sur l'autre. Et donc, du coup, c'est un peu dommage d'avoir réinventé la roue à chaque jeu qu'on fait. Et surtout, que ce soit des étapes qui soient en fait préliminaires au fait de pouvoir faire le jeu. Et du coup, on commence par ce qui est chiant. Et enfin, après, on peut faire des trucs sympas. Donc voilà, qu'est-ce que nous, on offre? Donc l'idée de Plane, en fait, c'est d'utiliser HTML5 pour créer. L'idée, ça va être de créer un jeu en HTML5, mais uniquement l'interface du jeu. Donc oublier un peu tout ce qui est l'expérience qui vient avant. Voilà. Et en fait, ce jeu-là, nous, on va s'assurer, on va l'embedder dans une surcouche, en fait, qui consiste justement avec toute cette couche d'expérience de Around the Game dont je parlais tout à l'heure,
qui va permettre d'avoir à la fin, en fait, avec un jeu HTML5, mais juste l'interface du jeu, une appli qui va être Android, iOS, et d'avoir un site web en fait, dédié pour le jeu. Donc en fait, grosso modo, ça va permettre de se concentrer uniquement sur la partie le jeu, et le reste est géré. Du coup, bon, un peu les specs techniques. Ce qu'il faut, c'est JavaScript, pour le coup. Il y a beaucoup de gens qui posent la question, est-ce que ça marche avec Unity? Non, c'est pas l'idée. Donc là, c'est sur HTML5. L'idée, c'est que du coup, pour le développeur, il n'y a plus du tout besoin de mettre en place de serveur. Nous, on se charge en fait d'être en fait, les receveurs de l'information. Donc il y a juste à dire j'envoie ça dans tel game et je le récupère. Et on permet même d'avoir du code écrit par le développeur qui peut être très simplement uploadé comme un petit fichier JavaScript avec un certain nombre de fonctions enregistrées dedans qui vont pouvoir tourner côté serveur. Donc en fait, ça peut être vu comme une API hyper simple, quoi. Et du coup, il n'y a plus du tout besoin de faire le run the game, le système de notification, le chat, les invitations, tout est inclus d'office. Voilà, donc l'idée vraiment, c'est qu'en 3 jours au lieu de 3 mois, on peut arriver à créer un jeu comme, je sais pas, le Puissance 4, avec une expérience complète qui soit de très bonne qualité. Le code devient très facilement testable, comme tout est en JavaScript. Du coup, la partie front-end et éventuellement les fonctions que vous allez mettre dans le back-end peuvent utiliser le même source code. C'est très facile de débugger exactement comme on le fait à l'habitude dans la console Chrome. Et voilà, du coup, dès le début, dès les 3 premières minutes, en gros, le jeu devient disponible avec une configuration de base pour jouer avec ses potes. Donc au début, c'est rien, hein, c'est le squelette de votre jeu, il n'y a encore rien dedans, ça c'est à vous de le faire. Mais par contre, ça va être directement possible de le bêta-tester et ça va être en fait une prise en main hyper simple. Donc ce que j'ai pas trop dit jusqu'à présent, mais le marché qu'on vise un peu avec ça, en fait, c'est les développeurs indépendants qui sont avec l'idée, par exemple, d'un jeu qu'ils ont en tête, avec de l'envie d'être créatif, par exemple, de tester un nouveau truc, mais qui ne sont pas là dans le but de faire leur framework eux-mêmes, et pas non plus des énormes studios qui, pour le coup, ont des besoins de gérer de manière très très précise toute l'expérience justement qui vient autour du jeu, tout autant que l'expérience qui est dans le jeu. Voilà. Donc ça, c'était la présentation. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir le site avant la conf? Qui sont intéressés? Ok. Est-ce que je peux faire ça? Ok, donc l'idée là, c'est qu'il y a c'est très simple, hein, pour l'instant c'est assez basique, mais il y a une développeur console comme developers.facebook.com, c'est la même chose. Vous pouvez y avoir accès depuis le site plane.com. Et l'idée en fait, c'est que il y a de la doc, et surtout en fait, vous avez une interface très simple pour créer un nouveau jeu. Donc on va voir comment ça marche. On va faire un jeu. Donc un jeu en fait, c'est très simple de base, hein, ce dont il y a besoin, c'est uniquement le nom, donc ce qui va apparaître en face des utilisateurs, et le namespace. Donc ça, c'est ce qui va permettre d'identifier votre site par rapport aux autres. Parce qu'en fait, quand vous allez créer le jeu, ça va vous attribuer, un site dédié. Voilà, donc là, en fait, en ayant juste fait ça, maintenant, si on ouvre ça dans une console, voilà, vous avez votre site, en fait. Donc demo.plane.com, c'est à vous. Et il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se connecter dessus, se brancher dessus, etc. Non, là voilà. Il y a, en fait, les gens sont habitués à Android, et du coup, ils font des namespaces hyper compliqués. Ça, c'est marrant. Bon, et donc du coup, voilà, j'ai pas besoin de faire la démo, mais ça marcherait, on peut se connecter. Du côté connecté, du coup, ça va donner ça. Donc ça, c'est la partie connectée. Et donc, du coup, ça donne les trucs de base, en fait, qu'il y a pour un jeu. C'est-à-dire, il va y avoir un petit ranking des gens qui ont joué, le moyen de créer des parties et le moyen de voir ces parties qu'on a. Cette interface, elle est pour l'instant pas customisable. Donc en fait, elle vient et elle permet de justement ne pas avoir à s'occuper de ce qui vient avant le jeu et de se concentrer uniquement sur le jeu. Par contre, voilà, là on va revenir juste
sur la page de configuration. Donc là, il y avait juste la base, c'était name, namespace. Maintenant, là, bon, ça pourrait être plus joli. Hein. Pour l'instant, c'est juste des URL qu'il faut mettre. Mais vous avez le moyen de mettre l'icône que vous voulez. Donc ça va être la favicon, ce qui va apparaître dans les emails de notification, quoi que ce soit. Et la cover picture qui va être ce qui décrit un peu votre jeu. Voilà. Et après, la partie la plus importante, en fait, c'est application page. Mais ça, on va revenir dessus après. Donc voilà, ça c'est le principe juste pour créer un jeu, réserver son namespace. Et voilà. Alors il y a un truc qui est très important, en fait, c'est que c'est quand même compliqué de mettre en place un jeu, justement, de gérer le contexte et tout, il faut inviter des potes, machin. Et du coup, j'ai refait un truc hier. Donc c'est tout neuf et du coup, il n'y a même pas les boutons qu'il faut pour, mais qui permet de tester son jeu directement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous avez votre jeu. Pour l'instant, vous avez juste configuré la base. Et en fait, on va pouvoir voir ici, on va créer une instance du jeu avec 2 joueurs. Ça, c'est ce qu'on a créé. Et là, maintenant, ça y est, vous pouvez en fait avoir l'instance de votre jeu et aller voir la vue du joueur 1 et joueur 2. Donc là, c'est pas le même jeu, hein, c'est pas démo, c'est un autre que j'ai déjà fait, mais ça permet de très facilement tester du coup son jeu, de voir un peu comment c'est foutu. Et aujourd'hui, c'est ça ce qu'on va faire en fait. On va se dire comment est-ce qu'on fait un peu un jeu de puissance 4. Donc là, vous voyez, c'est pas le tour de ce joueur-là. Si on va sur l'autre, du coup, ça recharge la frame, c'est son tour et voilà. Donc c'est un jeu tout simple. D'ailleurs, si vous voulez l'essayer, il est justement disponible à connect4.pline.com. Et c'est vraiment, et il y a tout le code source justement qui est fait pour faire ce jeu-là, qui est sur GitHub. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, justement, c'est quand on regarde un exemple comme ça, bah, c'est puissance 4, quoi. Donc c'est quand même pas très compliqué. C'est un truc qui est souvent utilisé comme tutoriel de base pour faire un petit jeu. Mais par contre, le rendre multijoueur, c'est quand même super compliqué. Et là, cette version-là, en fait, ça veut dire que directement, dès demain, vous pouvez aller voir, enfin, ou même aujourd'hui d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site, vous inviter des gens, ils vont se rajouter dessus. Et vous allez pouvoir faire la partie. Donc en fait, en ayant juste à coder cette partie-là, vous avez un truc qui a la visibilité et l'accessibilité à tous. Voilà, donc on va un peu rentrer dans les détails de comment ça marche. Surtout, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, etc. Donc les concepts de base. En fait, ce qu'on considère, c'est que un jeu, du coup, enfin une instance d'un jeu, c'est en gros constitué de 3 choses, on va dire. De la metadata, qui est dans le jeu, c'est le tour de qui, quelle est je sais pas moi, les informations des joueurs qui sont dessus pour pouvoir faire une interface un peu stylée, etc. Donc ça, c'est complètement managé par Pline. Du coup, c'est aussi ce qui permet d'avoir des tableaux, enfin des listes des parties en cours. Et ça, en fait, c'est d'office. Après, ce qu'il faut, c'est évidemment, comme chaque jeu est spécifique, il faut qu'il ait sa propre représentation de ses données. Donc, par exemple, pour un jeu de puissance 4, ce qu'on va dire, en fait, c'est qu'un jeu de puissance 4, c'est composé de 7 colonnes et dans laquelle on va mettre le player ID du joueur qui vient de poser une pièce les unes au-dessus des autres. Donc ça, c'est une représentation de l'état qui est hyper simple. Pline, ça permet de faire du what you save is what you get back. En gros, c'est complètement transparent. Vous sauvegardez les données que vous voulez, c'est comme vous voulez, du moment que c'est du format JSON. Et en retour, vous le récupérez exactement pareil la prochaine fois que vous le demandez. Et après, en fait, pour un jeu asynchrone, l'idée, ça va être d'avoir des événements. Donc les événements, c'est pareil, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et c'est ce qui va décrire en fait l'évolution du jeu de chaque palier. Donc typiquement sur puissance 4, c'est joueur 1 à placer dans la colonne 3. Voilà. Et avec ça, en fait, on est tout bon. Donc c'est un peu la représentation en fait qu'il faut avoir en tête. Et c'est ce qui et en étant un peu sur ce format-là, qui est vraiment le bon format pour faire des jeux asynchrones, ça permet de se brancher sur Pline ultra simplement. Après, les game mechanics, bah, c'est toujours à peu près la même chose. Soit le joueur, il a son tour, donc dans ce cas-là, il peut faire quelque chose. Soit il n'a pas son tour, il attend, mais il regarde. Et après, ce qui n'est pas dessus, mais soit il est éliminé, dans ce cas-là, c'est fini. En fait, c'est très très adapté à ça.
mais comme tu vas le voir, tu peux aussi faire un jeu où c'est le tour de tout le monde au début et personne ne termine son tour. Et en fait, ça revient à avoir. En fait, il n'y a rien qui impose que ce soit une personne à la fois. Mais par contre, si tu utilises un certain nombre de mots-clés en fait, dans la façon de standardiser tes événements, tu peux avoir un système de tour par tour. Donc c'est plutôt, si tu fais un jeu qui n'est pas au tour par tour, bah, tu ne vas pas utiliser une partie des features, mais tu peux quand même le brancher dessus, sans aucun problème. Voilà, et donc du coup, chaque fois qu'un utilisateur va faire quelque chose, ça va être décrit par un événement, et donc ça va mettre à jour l'état. Donc cette approche par événement, en fait, pourquoi c'est très intéressant? C'est parce que ça permet de faire transiter de la data très courte. En particulier, bon, le puissance 4, c'est pas énorme le state à sauvegarder, mais c'est toujours mieux de dire il y a tel joueur qui a fait tel truc à tel endroit, plutôt que de leur dire voilà, on en est au temps n et maintenant l'état c'est ça. Ça permet du coup d'avoir du real-time qui va streamer ça à tous les clients du jeu. Et ça peut permettre aussi de créer justement un historique du game a posteriori, ou même pendant, puisqu'on sait exactement la séquence des événements qui sont arrivés. Les événements, en fait, c'est très important parce que ça permet de faire de la validation aussi. C'est beaucoup mieux de dire, voilà, il s'est passé ça, maintenant est-ce que je valide ou je valide pas, plutôt que de dire, c'est maintenant ça, c'est le new state, et est-ce que je valide ou je valide pas. Et comme je disais, en fait, les événements peuvent être standardisés, ce qui permet d'utiliser un certain nombre de mots-clés et permet d'avoir une approche ultra simple pour créer des actions qui ne le sont pas tant que ça dans les faits. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe plus ou moins? C'est un peu de la formalisation, hein, c'est pas, je peux aller un peu plus vite dessus si c'est pas un truc qui vous intéresse trop, mais en gros, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un côté front-end où le joueur fait quelque chose et ça se décrit dans un événement. L'événement est envoyé au back-end. En gros, ça c'est le schéma qui va se passer sur tous les jeux. Le back-end valide l'événement, est-ce que c'est cool? Du coup, il va mettre à jour l'état, tout sauvegarder dans la base de données. Il va renvoyer l'événement qui est validé. Et là, à ce moment-là, on sait qu'il est validé. Donc du coup, le front-end peut se mettre à jour, c'est bon. Et tous les autres clients peuvent recevoir cet événement pour se mettre à jour également. Voilà, du coup, au niveau du SDK, en fait, ça va se faire comment? Il va y avoir deux fonctions de base. Et finalement, c'est quasiment tout. Donc, le principe de Blind, c'est du coup de faire un jeu en JavaScript, d'inclure exactement comme on fait avec jQuery la petite librairie Blind, le SDK, ce qui va donner l'objet Blind et qui va donner un certain nombre de fonctionnalités. Et en fait, le but, c'est de les rendre les plus simples possibles pour que ce soit le plus simple de s'interfacer avec. Et donc, les deux vraies fonctions de base, ça va être getGame, récupérer toute l'instance du jeu à un temps T, et updateGame, c'est-à-dire maintenant, j'ai eu tel événement qui est arrivé, voici le nouveau state, et deux callbacks, un pour le succès, un pour l'erreur. Donc on va voir un peu comment ça marche au niveau du jeu. Donc là, on avait notre jeu démo. Donc là, si je fais ça... En fait, par défaut, quand vous créez un jeu, vous allez avoir en fait une page pour votre jeu de base qui vous permet de voir la première utilité du SDK Blind, c'est-à-dire la fonction getGame. Donc en fait, je vais vous montrer ça là. C'est dans la documentation. Voilà, ça c'est la page en fait qui va être affichée de base. Donc quand vous avez vu, on a créé le jeu, on lui a donné un name et un namespace. Après, on lui a donné 2-3 configurations, donc l'icône, la cover, et puis il y a la configuration principale, c'est application page. En fait, c'est quelle page contient l'interface de mon jeu. Et donc en fait, c'est une page, on va dire, qui est autosuffisante et qui va être après injectée, nous, au sein d'une iframe. Et donc ça, c'est l'exemple de base d'une page d'un jeu qui utilise le SDK, donc il faut le charger tout en haut. Bon, après, il y a 2-3 trucs qui ne servent pas à grand-chose. Et en fait, on voit juste la première utilité du SDK Blind, c'est getGame. Et donc, getGame va renvoyer la réponse qui est l'intégralité de l'état du game et va permettre de jouer avec. Ce qui est très intéressant, c'est que là-dedans, comme vous le voyez, il n'y a nulle part des credentials. Il n'y a nulle part un truc où on doit dire qui suis-je, comment je m'appelle, blablabla. On a directement des fonctions qui sont en fait implicitement signées et qui permettent d'aller super vite et sans jamais se prendre la tête. Et donc du coup, quand on revient sur notre exemple,
Voilà, ça donne ça en fait. Et on récupère tout le JSON qui décrit une partie. Donc voilà, ce qui est assez sympa, c'est que du coup, comme vous le voyez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc il va y avoir un nom du jeu. Tout ça, en fait, ça va être fourni par Pline quasiment. Toutes ces informations-là, à part, il faut que je le trouve, je ne sais plus où il est, à part state, ici. Et ça, c'est complètement à vous. Ce qui veut dire que vous êtes dans une page, et d'ailleurs, je vais vous montrer ça. Ça va permettre aussi bien comprendre comment les trucs marchent. Et alors là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'URL. En fait, à chaque fois, Pline va scoper la page qui est appelée, puisqu'en fait, elle est appelée depuis l'interface Pline. Il y a une partie, on clique dessus, on est envoyé sur un écran. Donc l'écran, en fait, il va être scopé avec un CID, et c'est ça, en fait, c'est de là d'où vient l'authentification de manière implicite, en fait. Grâce à ce CID, le SDK Pline sait de qui il parle, il sait quel est le joueur connecté, et il sait quel est le game ID en question, et du coup, il peut envoyer toutes les informations, toute la metadata dont on parlait tout à l'heure, qui correspond au game. Et donc, si on regarde là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a les players, donc du coup, qui vont avoir une couleur qui a été choisie par les écrans justement précédents, un country si on veut s'amuser un peu avec, un certain nombre d'informations sur les players, donc une picture, enfin, tout ce qu'il faut pour pouvoir bien démarrer. Et par contre, toute la partie spécifique, bah, au début, évidemment, Pline ne sait rien sur le jeu que vous voulez faire, n'a aucune idée de la structure de data que vous voulez associer à votre jeu. Et donc, ça, il ne donne rien et c'est au codeur de s'en occuper. Voilà. Alors, je vous ai parlé d'un jeu de puissance 4, donc on va voir un peu comment ça peut marcher. Ouais. Voilà, alors ça, je vais y venir après, mais effectivement, c'est une très bonne question. Oui, oui. C'est la partie, on va dire, advanced de Pline, et donc du coup, je vais y arriver un peu plus loin. Bah, d'ailleurs, tu vois, j'ai la souris juste sur le point important, ce qui permet d'utiliser ou pas. Alors, comment ça a marché? Donc là, on a un jeu de puissance 4. Comme on le disait tout à l'heure, le but, c'est tout simple. On a du state. Chaque state correspond à... il y a 7 colonnes avec les player ID de chaque joueur et on va faire l'interface qui correspond. Et ensuite, on va faire en sorte de tout connecter pour que ça marche bien. Donc, comment ça va s'organiser? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est en fait une application en utilisant Require, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet un peu de packager le JavaScript. Et en fait, elle correspond, tout est quasiment contenu dans app.js. Donc c'est l'intégralité de ce que vous avez vu tout à l'heure dans le jeu de puissance 4. Donc c'est ce petit fichier-là, c'est quand même pas très lourd. Et après, il y a un helper pour savoir est-ce que il y a une position gagnante sur le jeu. Il y a une petite abstraction autour de qu'est-ce que c'est qu'un jeu de Connect 4. Mais sinon, en fait, tout le cœur est contenu dans app.js. Donc on va reprendre les choses un peu au fur et à mesure. Donc ça, pour l'instant, c'est ce qui est... Donc ça, c'est Connect for Demo. Voilà. Et donc on va créer une démo pour ce jeu et on va pouvoir un peu voir on va pouvoir coder facilement. Donc le point qui était intéressant tout à l'heure, c'est que je disais donc dans la configuration, on dit l'application page, ça envoie sur une page. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça n'a aucune raison d'être une page qui est hostée quelque part, ça peut très bien être sur localhost. Donc ça permet de coder hyper simplement. Vous êtes sur votre ordi, vous avez mis sur localhost je ne sais pas quoi. Là, vous avez votre jeu et vous pouvez vous pouvez vous modifier la source et puis vous voyez les changements qui vont se faire tranquillement. Donc là, je vais enlever les parties qui sont plus très intéressantes pour qu'on voit uniquement ce qui se passe. Voilà, donc une fois que j'arrive, je vais loguer ça, puis on va tout dégager et on mettra les trucs au fur et à mesure pour voir un peu. Donc là, voilà, l'appli, elle a absolument aucun intérêt. Elle récupère le game state et puis elle le log. Ça va me permettre de vous montrer un truc qui est assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de débugger du code qui est dans une iframe. C'est un peu compliqué parce que du coup, le browser le bloque. Donc si on ouvre le debugger et qu'ici, on essaie d'accéder l'objet Pline,
il n'est pas d'accord. C'est pour ça que j'ai mis ce petit bouton aussi qui permet de débugger en full view. Auquel cas là, si je refais la même chose, en appelant blind, j'ai accès à l'objet. Donc ça permet de débugger très simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, c'est l'interface du jeu. Alors elle est un peu pauvre, hein, vous allez me dire, c'est juste du blanc. Mais voilà, j'ai logué, comme je l'ai mis dans le code, j'ai logué tout le state que j'ai récupéré. Donc comme on a vu, un nom, des joueurs, des informations, de la metadata et le state qui est juste un array qui est vide. Donc maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Alors, où est-ce que j'en suis là-dessus? Donc comme on a dit, le state, du coup, ça va être tout simple. Alors j'aurais pu m'appeler ça des colonnes, mais j'ai appelé ça des rows. Mais enfin, en tout cas, chaque colonne, indice de 0 à 6, va avoir en fait une pile des joueurs qui ont posé des pièces dessus. Et l'événement, ça va être l'index de la colonne qui a été cliquée. Voilà, donc comment on va faire? Donc on a du state. Au fond, je pourrais juste faire ça. On va reprendre au fur et à mesure ce qui est important. Donc ça, on n'en a plus besoin. On va faire le initialize en fonction du state. Et on va le montrer. Ça, on n'a pas trop besoin. Voilà. Voilà, donc là j'ai viré ce qui ne servait plus à rien pour avancer au fur et à mesure et on va regarder le code qui correspond. Donc là, si je clique là, normalement il a un peu de mal à faire ça. Ok. Il faut quand même que je mette ce truc. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, là en fait, j'ai juste viré tout le code qui servait, enfin qui était pour la suite, et on garde juste le code du début. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher un truc vide sur une game où il n'y a rien, et à l'endroit où il y a quelque chose, permettre d'afficher la couleur du joueur, comme on a vu tout à l'heure. Donc du coup, le code, en fait, on va regarder quels sont les spécifiques par rapport au code de blind. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le game. Donc là, on a le gros objet JSON de la game response. On va pouvoir initialiser notre représentation d'un jeu de puissance 4 et on va montrer en fait cette représentation. Et donc pour le remontrer, ce qu'on fait, c'est tout simple, c'est qu'on prend chaque colonne, on regarde si la colonne est un player, on affiche la couleur du player, et si elle est vide, eh ben, on l'affiche comme étant vide. Et après, on a les infos sur le tour, et ça, c'est donné par, encore une fois, la metadata de blind. Et donc, du coup, ça permet d'avoir très rapidement ces informations-là sans avoir rien à gérer soi-même du côté des datas. Donc ça, c'était la base 0. Et donc, du coup, on est content, on a un affichage de l'état. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre un petit peu d'interagir avec. Alors, cette partie, c'est pas la plus intéressante. Voilà. Ah oui, c'est ça ce que j'avais oublié, j'aurais pas dû l'enlever. Ça, on s'en fout. Donc après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait rajouter, tout simplement, on va permettre de faire de l'interaction. Et donc, pour faire ça, on va rajouter, quand c'est autour du mec, on va lui permettre d'avoir un hover sur la row en fonction. Et quand c'est pas le tour du mec, du coup, là, on voit en haut, c'est pas le tour de cette personne-là. Là, il n'y a rien qui se passe. Donc ça, bon, ça c'est de l'interaction de base. Mais pourquoi est-ce que c'est facile? Encore une fois, c'est parce que la game response vient avec toute la metadata qui est intéressante, qui permet de savoir est-ce que c'est le tour de lui ou est-ce que c'est pas son tour. Donc encore une fois, pour coder spécifiquement le puissance 4, j'ai absolument rien eu à faire à ce niveau-là. J'ai juste à dire, lis la metadata, est-ce que c'est le tour de cette personne-là ou pas? Et c'est grâce à ça qu'après on fait le overstate sur les rows. Et maintenant, donc, la partie qui va être plus importante, plus intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est mon tour. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et comment je vais pouvoir updater
updater l'état. Alors, je vais voir où j'en suis à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour updater l'état, ce qu'on va vouloir, c'est quand le mec clique là où on a mis du hover, on envoie cet état-là depuis le front-end. Et comme on a vu tout à l'heure, on veut avoir du code de côté back-end, vérifier si c'est un événement qui est valide, updater l'état et le renvoyer à tout le monde. Alors, voilà, donc là, on arrive sur la question que tu avais tout à l'heure. En fait, back-end ou pas de back-end? Parce que je parle de back-end et en même temps, j'ai dit qu'il n'y en avait plus besoin. Donc c'est grâce au truc dont je parlais au tout début. En fait, Pline permet d'enregistrer un certain nombre de fonctions qui vont être tournées côté serveur. Et la seule chose à faire pour l'avoir côté serveur, en fait, c'est simplement d'uploader ce fichier-là et de le mettre dans la configuration. Donc c'est ultra simple. Et il suffit juste d'enregistrer ces fonctions-là sur l'objet Pline.serverFunctions. Et là, ce qui est très très intéressant, en fait, c'est pas tant ça, c'est que c'est hyper compliqué quand on utilise une third party pour faire du back-end, de pouvoir tester son code, de savoir ce qui se passe et de pouvoir débugger éventuellement. Donc du coup, en fait, non seulement c'est possible de les mettre et de les avoir qui tournent, mais c'est aussi possible en fait de les garder pendant le développement, de les garder et de faire tourner ces fonctions-là côté navigateur. Et en fait, dans les deux contextes, elles vont avoir exactement la même behavior. Et ça va permettre de savoir, de tester son code et après de dire bon bah c'est cool, maintenant je push et je sais que je vais plus avoir de cheat. Et voilà. Et dans tous les cas, la façon d'appeler ces fonctions-là, c'est d'utiliser Pline.call. Voilà. Donc là, on va revenir sur. Bon. Alors, au moins il avait dit. Donc là, on est sur le debug. Comme j'ai dit, il faut ouvrir une page à côté pour avoir possibilité d'avoir accès à l'objet Pline et de pouvoir être dans le contexte, parce que sinon l'iframe en fait n'est pas accessible depuis la debug console. Donc là, on a l'objet Pline. Très bien. Donc maintenant, on peut regarder les fonctions qui ont été enregistrées dans le navigateur. Donc là, il n'y en a aucune. Il n'y a rien qui a été enregistré côté navigateur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si je vais faire Pline call avec le nom d'une fonction, alors le standard pour utiliser Pline call, c'est d'avoir le nom de la fonction, les arguments à passer, un success callback et un error callback. Voilà. Et là, on va pouvoir un peu regarder ce qui s'est passé. Donc là, j'ai appelé la fonction call. Elle n'est pas du côté du navigateur. Elle n'est pas enregistrée dans le navigateur dans Pline Server Functions. Donc du coup, Pline va aller chercher côté back-end, la faire tourner et renvoyer le retour. Et donc si on va côté network, on voit, c'est exactement ce qu'on voit. Donc du coup, il y a eu un preflight, une fonction option, et il y a eu le call qui a été envoyé. En fait, tout ça, c'est géré par le SDK Pline, qui a été envoyé sur serverfunctions/hello avec les arguments qu'on avait donnés. En l'occurrence, on n'en avait mis aucun, et qui va renvoyer l'output de cette fonction qui a été calculée côté serveur. Du coup, ce qui est cool, c'est que ce code-là, en fait, il n'est pas accessible. C'est pas possible de cheater pour un joueur et d'arriver, en fait, tout ce qui va être tourné du côté serveur, vous êtes sûr, en fait, de ce qui va se passer. Parce qu'un des gros problèmes de faire une interface JavaScript, c'est que c'est hyper simple d'arriver, de dire je vais dans la console, je fais Pline et après je dis j'ai gagné le jeu. Et là, du coup, bon, bah, super. Le jeu n'aura pas été très long et puis le gars qui aura fait ça aura gagné. Voilà, donc ça, c'est l'exemple que vous avez. Maintenant, si je reviens dans App, en fait, toutes ces fonctions-là, je les enregistre dans server.js. Et là, j'avais dit qu'il ne fallait pas les inclure. Et donc, server.js, en fait, on le voit, c'est ici. J'ai une fonction qui va nous intéresser tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un événement. Et là, c'est la fonction juste de démo, c'est hello, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Quand je reçois de la data, en fait, je m'en fous, je ne la regarde pas, et j'invoque le success callback avec hello école 42. Voilà. Et donc, du coup, maintenant,
Là, j'ai dit dans app.js, ce qui est le code qui tourne dans l'interface de mon jeu et qui est chargé côté navigateur. J'ai dit que ça m'intéresse d'avoir la fonction serveur.js. Du coup, quand je vais recharger, du coup, je vais juste faire ça là. Voilà, donc là, j'efface tout. Cette fois-ci, bon, j'ai tout effacé. Cette fois-ci, donc j'ai toujours accès à l'objet Plane. Si je veux avoir accès à l'objet Server Functions, elles ont été enregistrées côté navigateur. Cette fois-ci, il y a les deux fonctions qui ont été enregistrées, celles qu'on voyait dans le fichier. Donc network, il n'y a rien. Je vais rappeler la même fonction. En fait, le résultat est immédiat cette fois-ci. Il n'y a pas besoin de faire de network. Si on va sur network, il n'y a rien qui a été appelé, puisque la fonction est directement disponible dans le navigateur. Et donc, du coup, il n'a absolument rien à faire. Donc, en fait, ce qui est hyper cool, le process, c'est de dire, voilà, je vais dans mes sources, j'ai mes fonctions serveur.js qui vont être a posteriori que je vais foutre côté backend, et ça va m'assurer que tout, déjà, les choses tournent plus vite, parce que du coup, c'est au niveau de là où il y a l'API, donc tous les calls API, ils sont à peu près sur les mêmes serveurs que les serveurs où est la data. Donc, ça va beaucoup plus vite si vous avez beaucoup d'opérations à faire. Et c'est complètement sécurisé. Un utilisateur ne peut pas arriver dessus et changer ce qu'il veut. Mais quand vous voulez développer, c'est toujours assez cool de pouvoir un peu débugger et de voir ce qui se passe. Et donc là, on voit qu'on est capable de catcher exactement la behavior qui va être invoquée quand on appelle cette fonction. Voilà, donc ça, c'est un des points assez clés de Plane. Je ne sais pas si c'était clair. Ouais, ça vous paraît cool? Ouais. OK. Donc du coup, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir... Ah oui, tiens, j'ai pas changé. Bah voilà, vous savez tout. Voilà, alors celle-là, c'est pas intéressant. Et donc maintenant, on en revient à notre événement. Donc du coup, ce qu'on va vouloir faire, justement, c'est d'avoir une fonction comme ça, qui sera à la fin de notre déploiement, qui sera tournée côté serveur pour updater le game. Toujours pour la même raison, on ne veut pas permettre à un utilisateur d'avoir accès directement à update game. Et en fait, je n'ai pas expliqué concrètement comment ça marche, mais quand les fonctions, si votre application est en développement, ça vous pouvez le marquer. Et du coup, ça vous permet d'avoir accès aux fonctions d'update depuis le navigateur. Je ne sais pas si c'est clair. Par contre, si jamais vous dites maintenant mon application elle est en déploiement, ces fonctions du genre update game, si vous êtes dans le navigateur, vous n'avez plus le droit de les appeler. Du coup, c'est impossible en fait d'avoir accès aux API de get, enfin de put, une fois que c'est en déploiement. Et c'est pour ça que du coup, ça empêche la triche et vous êtes assuré que tout tourne bien. Et quand c'est tourné côté back-end, en fait, vous avez des permissions qui sont plus fortes et du coup, vous pouvez toujours tourner de ce côté-là les fonctions d'update. Voilà, ça c'était un peu le contexte. Après, tout à l'heure, je parlais des événements. En fait, les événements sont standardisés. Donc, ce qui est intéressant avec un événement, c'est que ça va permettre un peu de faire passer des infos qui sont propres. En particulier sur le Connect for, les informations elles sont toutes simples. Tel joueur a cliqué sur tel row avec l'indice n. Et par contre, il y a un certain nombre de champs, enfin de mots-clés qui sont réservés par le framework et qui vous permettent d'avoir, en fait, de faire des triggers vers de la behavior par rapport à ça. Je m'explique. Vous avez un joueur de puissance 4, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer son truc, et ça vous regarde. Ça va vous permettre d'updater le state, c'est votre truc. Par contre, ce qu'il va aussi faire, c'est que quand on joue au puissance 4, on joue une fois, puis après, c'est à l'autre de jouer. Donc là, vous avez fait votre jeu multijoueur, c'est cool, mais est-ce que le mec, il est devant son clavier? Est-ce qu'il le sait? Non. Donc du coup, il faut pouvoir avoir des notifications, par exemple. Ça fait partie de ce que fournit Plind. Et donc, rien qu'en utilisant le petit mot-clé Enter, donc quand vous allez envoyer votre événement, vous dites row, je sais pas quoi, ça vous regarde, Enter true, ça marque la fin du tour de ce mec-là, ça va updater côté backend toute la metadata qui correspond à ce jeu. Du coup, comme on a vu tout à l'heure, dans la metadata, une des parties importantes, c'est le status d'un joueur. Est-ce que c'est son tour? Est-ce que c'est pas son tour? Et ça va en plus, en fait, en cascader avec un certain nombre de notifications on-screen. Si le mec est connecté, il va voir
que justement il y a un truc où c'est son tour. Et s'il n'est pas connecté, ça va se brancher sur les Facebook Notifications, sur les emails. Et donc du coup, vous allez avoir, avec un seul mot-clé, toute la chaîne des événements qu'il vous faut pour avoir un bon jeu multijoueur. Parce que honnêtement, c'est ça le cœur du business. Un jeu multijoueur asynchrone, il faut pouvoir garder en fait le contact entre ses joueurs, le jeu et ses joueurs. Et ça, c'est tout ce qu'on va pouvoir nous fournir, et avec une typologie en fait qui est hyper simple, juste en se conformant à ces 4 mots-clés. Donc là, on peut les regarder. End turn, c'est tout simple, ça dit voilà, c'est plus mon tour. Et dans la metadata, moi, j'ai organisé un order of play, donc on sait que si c'est plus le tour de lui, c'est au tour du suivant. Après, il se peut que vous ayez un jeu plus compliqué où vous customisiez le tour. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il se peut très bien que j'ai un jeu où, en fait, moi, en terminant mon tour, je décide de qui est le prochain. Donc ça, dans ce cas-là, il faut utiliser Next Player ID. Et là, c'est la liste séparée par des virgules de tous les joueurs dont ça va être le tour après. Et encore une fois, du coup, c'est pas exclusif, il peut y en avoir plein. Eliminated ID, bon, bah, c'est assez simple. Est-ce que ce joueur a été éliminé? Enfin, est-ce que cet événement marque l'élimination d'un joueur? Auquel cas, on marque son ID ici. Là, c'est pareil, on va avoir tout le trigger, donc les emails qui vont dire vous avez été éliminé, venez voir le replay, etc. Et winner ID, ça marque la fin du game. Et encore une fois, ça peut être plusieurs personnes. Donc ça et ça, en fait, c'est en gros, c'est du CSV, quoi. Donc vous mettez la liste des player ID séparés par des virgules. Dans notre cas, c'est un peu simple parce qu'un Connect Force, ça se joue à 2. Donc en général, s'il y en a un qui gagne, c'est que l'autre a perdu. Et encore, on pourrait avoir un cas d'égalité, avoir un winner ID, c'est les deux. Mais après, ça peut. En fait, Pline s'adapte à tous les jeux avec un nombre de joueurs aussi grand qu'on veut. Donc du coup, ça vous permet d'avoir une gestion fine tout en étant extrêmement simple. C'était clair ou pas? Ouais? Pas tout à fait? Cool. Voilà, on y vient, on y vient. Ah, je vais trop vite. Ok, donc là on y est. Donc j'ai dit, en gros, il y a app, c'est l'interface, c'est l'user interface, voilà, c'est le jeu, ça c'est ce qui se passe, il y a de l'over, il n'y a pas d'over. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de dire, quand le mec clique, on en est là, quand le mec clique, je veux appeler une fonction qui, à la fin, sera tournée que côté serveur, puisque je ne veux pas permettre au mec de updater le state de manière inconsidérée. Je l'appelle comme je veux. De toute façon, ça va être mappé sur ce qui est enregistré dans pline.serverfunctions. J'envoie l'événement tel que moi, ça m'intéresse en tant que codeur du puissance 4. Le seul truc qui m'intéresse pour l'instant, c'est de dire tel mec a mis tel truc à tel endroit. Donc c'est vraiment la description minimale dont il y a besoin pour décrire l'événement. Et après, un success callback, un error callback. Le success callback, ça va mettre à jour le jeu. Et le error callback, ça va juste permettre de recliquer. Alors, comme il y avait un peu d'impatience, et voilà du côté serveur. Je ne sais pas si c'est trop long, hein, vous pouvez me le dire, hein, on peut aller plus vite. Hein. Donc voilà, du côté serveur, donc c'est ce que vous voyez. J'ai enregistré la fonction onNewEvent. Alors, qu'est-ce qui se passe en général dans un jeu de puissance 4 ? Bon, alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est un des trucs qui est important à prendre en compte, c'est que ce qui est dans serveur.js, l'idée, c'est qu'à la fin, ça va tourner de manière complètement autonome. Donc, vous ne pouvez absolument pas accéder au state global. Si vous vous amusez à mettre dans app.js window.field. je sais pas quoi égal, de toute façon, ça, quand ce sera tourné côté serveur, il n'y a aucune chance qu'il y ait accès. Donc, il faut que ce soit purement fonctionnel. Il faut que ce soit une fonction qui soit stateless. Ça vous parle ? Ouais, cool. Et donc voilà, qu'est-ce qui va se passer dans un jeu de puissance 4 ? On récupère la row qui a été cliquée. On récupère le game, du coup. On regarde, est-ce que c'est le tour du mec ? Ça, c'est bizarre, j'ai un truc chelou. Ah oui, j'ai de l'indentation qui est pétée. Est-ce que c'est le tour du mec ? Oui, non. En fait, on va prendre l'événement et on ne considère rien comme étant acquis. On revalide tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que ce soit le tour du mec. Si ça ne l'est pas, on renvoie une erreur. Il faut que ce soit dans une row qui n'est pas pleine. Sinon, pareil, on renvoie une erreur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Là seulement, on va pouvoir nous faire notre logique d'update du state.
C'est-à-dire, on regarde quel est le joueur auquel ça correspond. Encore une fois, tout est scopé, donc vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Quelle est l'application ID? En faisant game.onPlayer, vous avez directement accès au player qui est en train de jouer, qui a de trigger l'action. On récupère juste son ID. Et maintenant, dans notre représentation de data, on a dit que chaque colonne, on allait mettre les player ID des joueurs qui avaient joué. Donc on va pouvoir mettre au-dessus le onPlayer ID. À la fin, on va essayer de regarder est-ce que c'est victoire ou défaite. Donc là, bon, on utilise l'helper, on va regarder en fait l'alignement de toutes les cases. Bon, c'est pas très intéressant d'aller regarder en détail ce qui se passe là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est ces deux trucs-là. Soit, effectivement, c'est une position gagnante. Dans ce cas-là, on peut déclarer le player qui vient juste de jouer comme étant le vainqueur de ce match. Soit, ça ne l'est pas. Et dans ce cas-là, ça termine juste son tour. Et là, maintenant, on va utiliser la deuxième fonction de base dont on a parlé tout à l'heure, du SDK, qui est Update Game. Donc on envoie l'événement. On envoie le game state, parce que ça, encore une fois, Pline n'a aucune propriété là-dessus. Vous sauvegardez ce que vous voulez, vous le récupérez au coup d'après. Et on va réinvoquer le success et error. En fait, on va transiter les deux callbacks qui ont été tout en haut. Donc là, comme on a dit qu'on allait prendre serveur.js, en fait, on l'a loadé côté serveur, on va pouvoir le faire tout de suite. Alors, je ne sais plus si je l'ai déjà dedans. Donc, on va recharger. Voilà, et donc là, maintenant, je clique. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui s'est passé. Comme on l'a chargé côté serveur, on va pouvoir un peu débugger si ça nous intéresse. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que là, du coup, on pourrait refaire la même chose. Donc, un new event. Et là, on va dire justement qu'on va placer une row, on va placer sur la row 2, par exemple. Donc là, ça va appeler le code côté serveur à la fin, mais pour l'instant, c'est côté navigateur, donc on peut le débugger facilement. Alors, je vais peut-être grimper ça va peut-être être mieux. Hop, vous voyez peut-être mieux. Donc là, c'est tout le code qu'on a vu tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On récupère la game response. On vérifie que tout est bon. Est-ce que c'est le tour du joueur? Non, c'est pas son tour. Dommage. Try again. Donc là, à l'heure actuelle, le mec, il pourrait très bien arriver, puisqu'on est en développement, il pourrait très bien arriver et dire Pline update game et mettre n'importe quoi. Mais par contre, dès que ce sera en live, le seul accès à la fonction update game dans le jeu de puissance 4, elle sera au sein de la server function qu'on a déclarée, et du coup, personne ne peut cheater. Ça passe, c'est obligé, le seul moyen d'envoyer un événement, c'est de passer par onNewEvent, et onNewEvent va tout valider, et donc du coup, on est tranquille. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir aller regarder qu'est-ce que ça donne. Donc là, on est dans notre playground. Donc je recharge les joueurs. On voit bien que l'état a été changé des deux côtés. Il y en a un, c'est son tour, l'autre, c'est pas son tour. On le voit clairement avec le bandeau en haut. Et du coup, lui, il peut rien faire, il n'y a pas de hover parce que c'est pas son tour. Et lui va pouvoir jouer. Voilà. Alors, c'est cool. Maintenant, on peut s'amuser, si on veut, à l'ouvrir chacun dans une table pour voir un peu ce qui se passe. Parce que sinon, malheureusement, en fait, quand on passe de l'une à l'autre, on recharge complètement l'iframe. Donc là, on va dire joueur 1. Et la table d'à côté, on a joueur 2. Donc là, si on veut, on peut faire une partie. Le truc qui est un peu casse-couille, pardon, excusez-moi, c'est que il n'y a pas de real time là, c'est pas updaté. Donc là, c'est le dernier chaînon qui va être vraiment cool. Ce serait de dire, je sais pas si vous avez vu ce que je faisais. En gros, je suis passé d'une window à une autre, une qui correspond au joueur 1, une qui correspond au joueur 2. Quand le joueur 1 a fait son action de mettre la pièce, ça a été juste sur son écran, ça a été mis à jour. C'est cool. Par contre, sur l'écran de l'autre joueur, ça ne l'a pas été. Et donc, c'est le seul truc qui nous reste à faire pour avoir une version de puissance 4 qui soit OK. Voilà, donc real time. Pareil, real time, donc en fait, c'est offert de manière hyper clé en main par Pline. Et du coup, ça fait partie des fondamentaux en fait, pour faire un bon jeu asynchrone entre plusieurs personnes.
Et donc du coup, dans Blind, il y a un autre objet qu'on n'a pas regardé pour l'instant, qui est real-time, qui est une abstraction en fait, en dessous, c'est Socket.io. Bref, mais qui est une abstraction de tout ce qu'il faut pour faire du real-time et qui, en fait, permet de s'enregistrer très simplement sur tous les événements qui peuvent se passer au sein de ce jeu-là. Donc, c'est le seul code à faire, c'est vraiment de dire Blind real-time on event, ma fonction. Chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, hop, je le récupère. Et donc, c'est ce qu'on va faire au niveau de app. Donc, je vais récupérer ça. C'est effectivement pas très compliqué. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer en fait quand il y a un événement qui apparaît, que ce soit fait par le joueur qui vient de faire l'événement ou que ce soit par l'autre? En fait, c'est la même chose. On n'a pas encore regardé l'implémentation de cette fonction, mais elle est toute simple. Finalement, on va mettre à jour l'interface du jeu uniquement quand un événement a été déjà validé par le back-end et nous revient. Donc, soit quand il nous revient par le stream real-time, soit quand il nous revient après avoir appelé onEvent. Et là, donc, en fait, c'est une fonction qui a une signature, le nouvel événement et la nouvelle metadata. Et ça va permettre de consommer le nouvel événement, de mettre à jour du coup, la data en fait, qui correspond dans le game, disons le state par rapport à ça. Donc on va rajouter, après l'avoir fait côté backend, maintenant on va dire c'est OK, c'est validé. Donc on rajoute dans la version en fait, locale du state du game, on va rajouter player ID au-dessus de la colonne. On va charger la metadata et on va juste rafraîchir le state. Alors là, il y a un truc qui est peut-être important de noter. C'est encore une fois cette notion de metadata, en fait. Elle est assez fondamentale. C'est hyper important de savoir à tout moment, c'est le tour de qui, qu'est-ce qui se passe. Mais par contre, de votre côté, ce n'est pas votre boulot, c'est complètement managé par Blind. Donc là, metadata va être toujours mis à jour. C'est-à-dire que chaque événement, en fait, va être digéré par Blind, va mettre à jour la métadonnée qui correspond à cet événement. En particulier, s'il y a end-turn, il sait qu'il faut changer un peu les statuts de tout le monde. Ce qui fait que la metadata, quand elle revient au développeur, elle est toujours à jour. Elle correspond à ce qui se passe. Et donc, simplement en ayant fait ça, maintenant, on va pouvoir recharger les deux pages. Voilà, donc là, c'est le tour de lui. Il joue. On va de l'autre côté, c'est mis à jour. Voilà, donc en gros, c'est un peu les fondamentaux de Blind. Je ne sais pas si c'était à peu près clair et comment les utiliser et tout. On se dirait une... Bon. Voilà. Et c'est à peu près ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui. Alors, je vais voir ce que j'ai encore. Voilà. Donc, une petite synthèse. Déjà, est-ce que c'était à peu près clair? Ça vous a parlé? Ouais. Bah justement, en fait, n'importe quel jeu peut se brancher sur la même chose. Je vais vous montrer après un exemple d'un autre jeu qui a été fait avec Blind parce que c'est assez cool. Mais en fait, justement, c'est ça. Le cœur de Blind, c'est de dire... En fait, c'est tout simple. Disons, pour un jeu, du moment que tout le reste est cool, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pouvoir récupérer du state et le mettre à jour. Donc ça, c'est les deux fonctions fondamentales. Et le state, on veut avoir complètement la liberté de faire ce qu'on veut avec. Ensuite, au niveau de l'interface, là j'ai fait un truc un peu dégueulasse à base de jQuery, mais on veut pouvoir être capable d'utiliser ce qu'on veut comme Game Engine. Il y en a qui utilisent Construct 2. Et vous connaissez un peu des jeux, enfin des Game Engine HTML5? Bon, enfin en tout cas, il y en a qui permettent de faire des trucs très stylés, de gérer des scènes, de rajouter des sons, tout ça. Ça, en fait, nous, on ne cherche pas du tout à aller là-dessus. On veut permettre que n'importe lequel puisse se brancher dessus. Phaser, sinon, ça vous dit quelque chose? Phaser.js, ouais. Voilà, donc ça, en fait, de ce côté-là, on est transparent. Nous, tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une interface en JavaScript, qu'il y ait la possibilité, de la même manière que jQuery, d'inclure le SDK. Ça donne accès à ces deux fonctions fondamentales, et tout le reste, en fait, c'est le reste. Disons, il n'y a pas à se prendre la tête avec.
Ça met dans le back-end tout ce dont vous avez besoin. Dans Server Functions, en fait, ce qu'on a vu, on a mis .hello et .onNewEvent, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez faire des trucs assez complexes. C'est pas un problème. Ce qui est cool, c'est que ces fonctions-là, elles sont super simples à débugger. Parce que si elles sont côté... pendant le développement, on peut les avoir côté navigateur, donc les débugger, faire ce qu'on veut avec. Une fois qu'on est content, on les upload, on déclare le jeu comme étant en prod, et cette fois-ci, c'est bon. Et voilà. Et en fait, c'est à la fois très simple et puissant, ce qui fait que juste en utilisant quelques mots-clés, vous allez pouvoir avoir des cascades d'événements qui vont vous permettre d'avoir un jeu qui a une expérience multijoueur de qualité, avec des notifications, tout ce qui est important, sans avoir à s'emmerder avec. Et honnêtement, c'est vrai que dans les premiers jeux le premier jeu qu'on a fait, nous, pour démarrer, c'était un jeu de risque. Et en fait, le jeu de risque, c'est quand même un peu plus compliqué que le Puissance 4, mais quand même, quasiment tout le travail consistait à faire tout ce qui entoure le jeu. Et une fois qu'on a ça et que c'est bien, il faut juste s'arrêter là, quoi. Il faut dire, bon, maintenant, je peux faire des jeux, et je veux que ça puisse se réutiliser d'un jeu sur l'autre. Et donc voilà, en 1 minute, honnêtement, c'est pas trop exagéré, allez, on va dire 2 voire 3, vous pouvez avoir le jeu qui est configuré et qui est directement utilisable avec vos potes. Et donc là, quand on a vu, là, c'est la version dans la développeur console, donc c'est un playground sur lequel vous pouvez jouer pour voir exactement ce qui va se passer, passer de l'un à l'autre, ce qui est hyper pratique pour pouvoir débugger, mettre en place. Mais si vous allez sur le jeu, en fait, c'est exactement la même chose que vous allez obtenir. Sauf que cette fois-ci, c'est au sein d'un truc qui permet d'effectivement jouer avec des gens, effectivement se connecter. Je vais plutôt montrer l'autre jeu, ça va être plus cool. En fait, c'est à peu près le même. Mais il y a eu un peu plus d'activité puisque celui-là, il est... Voilà. Et donc, du coup, en fait, là, vous avez le même jeu exactement, sauf que vous avez tous les écrans qui sont autour qui permettent d'avoir une bonne expérience, qui permettent d'y arriver. Donc, un score, on voit un peu les parties en cours, on voit les autres joueurs, on peut voir la liste des parties, on peut voir des parties en open. Si quelqu'un veut jouer, hop, j'ai envie de jouer en open, allez, je vais join. Je sais pas si c'est un de vous, ça. Non. Bon, ben voilà, j'aurai une partie de plus. Il y a le jeu qui se charge. Et quand il aura joué, moi, je vais avoir mon email, je vais pouvoir aller retourner dessus. Je vois mes parties en cours, donc j'ai dit celle-là que j'avais déjà vue. Voilà, une autre partie. Enfin, bon. Et il y a le chat aussi à côté. Ça, c'est un truc dont on n'avait pas parlé, mais ça permet d'avoir un jeu qui est quand même plus sympa. Il y a la possibilité d'inviter des amis via email ou via Facebook. Donc voilà, en gros, ça va donner tout l'entourage qui fait que votre jeu, c'est pas juste un jeu sur lequel vous allez jouer sur localhost, mais c'est un jeu qui va devenir accessible à tout le monde, sur lequel vous allez pouvoir vraiment jouer avec des potes, et pourtant sans avoir besoin de faire plus de boulot que de faire un simple jeu solo. Voilà, donc ça c'est la promesse Spline. Et c'est maintenant un autre jeu, pour voir un peu plus loin. Donc en gros, c'est un jeu qui s'appelle Territories, qui est un peu une adaptation libre, qui a été faite par un mec en fait, qui s'est dit, moi j'ai ce jeu en tête, c'est cool, j'ai de la créativité, le côté réseau ça me fait chier. Et donc du coup, il a adapté un jeu librement à partir un peu de l'univers Game of Thrones. Et voilà, en fait, à quel moment il utilise Spline, à quel moment il utilise ce qui l'intéresse lui. Chaque action qui va se passer, il va pouvoir la sauvegarder. Vous n'êtes pas dans un événement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mots-clés. Si vous utilisez les mots-clés, il va se passer quelque chose. Mais si vous envoyez un événement, si tout à l'heure, dans le Puissance 4, on avait envoyé juste row égale 1 et qu'on n'avait pas envoyé end turn, ça aurait été nouveau à son tour. Donc on peut avoir autant d'événements au sein d'un tour. Et là, donc du coup, ça va être... bon, c'est un jeu avec un certain nombre de possibilités. À chaque fois, je me fais éclater, ça m'énerve. Et là, je vais terminer mon tour. De toute façon, j'ai plus rien à faire là-dessus, je suis foutu. Là, je vois les nouveaux changements. C'est de nouveau mon tour parce que c'est un jeu en fait qui est en tour simultané. Donc si on revient sur la liste,
Là, juste en ayant fait end turn, du coup, c'est un jeu qui est en tour simultané, donc on est tous les trois de nouveau à avoir nos tours. Et ça va passer au tour d'après, dès que chacun aura fini le sien. Comme j'étais le dernier à prendre le mien, du coup, ça a enclenché l'action pour qu'on passe à celui d'après. Et voilà. Donc en gros, grosso modo, pour faire ce jeu, le seul truc qu'il a à faire, plus ou moins, c'est d'utiliser Plane Update Game end turn ici, de sauvegarder son state au fur et à mesure à la volée, ce qui l'intéresse, et puis voilà, tout le reste est là. Et il a un jeu qui est disponible, accessible, avec son propre site sur lequel on peut s'inscrire. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je me demande si j'ai pas oublié des trucs. Je vais voir. Ah voilà, j'ai oublié ça. Est-ce que ça vous parle? Ouais, alors le business model, en fait, sur ça, c'est de dire, nous, on veut surtout pas faire payer des développeurs upfront. Le but, c'est au contraire. Ce qui est cool, c'est justement de pouvoir arriver avec un mini prototype, l'essayer et voir ce qui se passe. Et même, en fait, nous, ce qu'on veut réussir à faire, c'est de rentabiliser l'audience des jeux, à la fois pour nous et pour le développeur. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, en fait, c'est le développeur met son jeu dessus, c'est tout gratos, aucun problème. Et après, nous, on va essayer de faire en sorte de rentabiliser à hauteur de 1 centime par joueur actif par mois. Ce qui fait que s'il y a 1000 joueurs actifs par mois, nous, on veut essayer de récupérer 10 €, parce que c'est à peu près ce que ça correspond au niveau en fait, des serveurs. Et du coup, finalement, on va essayer de mettre en place ce qu'il faut. C'est pas encore fait, hein, mais l'idée, c'est avec soit un écran de pub ou des trucs comme ça. Si on a plus, on reverse aux développeurs. Et comme ça, en fait, c'est gagnant-gagnant, quoi. Donc, c'est du revenu sharing. Là, concrètement, ça va probablement se faire en fait, quand on a un jeu. Pour l'instant, ça coûte rien à personne. Le but, en fait, c'est de dire on veut permettre à des développeurs d'avoir leurs jeux accessibles partout, parce que c'est juste trop dommage quand il y a des jeux qui sont trop bien comme ça de les avoir en localos, quoi. Et après, en fait, l'idée, c'est que si on rafraîchit cette page, suivant les endroits, ça prend quand même un peu de temps. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, potentiellement, de mettre un espèce de petit écran de pub de chargement. Ou alors, après, et ça c'est la deuxième étape, d'offrir au sein du jeu, disons, des fonctions de plus dans Plane qui permettent de s'interfacer avec du paiement. Si, par exemple, le gars qui a fait ce jeu veut dire que ce château-là, pour l'upgrader, il faut avoir soit 2 troupes, soit payer un coin, qu'il puisse le faire. Donc après, offrir une couche de monétisation. Mais là, on n'est pas là-dessus encore. Dans tous les cas, on ne veut pas charger les développeurs. Ça, c'est pas l'idée, puisque justement, au contraire, c'est plus presque collaboratif, quoi. Cette plateforme, elle n'a aucun intérêt s'il n'y a pas de jeu dessus. Et en même temps, les jeux, c'est juste triste s'ils ne sont pas sur un endroit qui les rend accessibles. Ouais. 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 Ouais, en fait, finalement, tu utilises, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, si tu fais du temps réel, tu utilises un petit peu moins des fonctionnalités. Là, on est en tour simultané, par exemple. Toutes les actions que je vais faire, on peut rentrer un peu plus dans les détails, mais le mec a la possibilité de les streamer à tous, ou alors de les garder jusqu'à ce que le tour soit fini. Donc si personne ne ferme son tour, on peut très bien jouer de manière concurrente et d'avoir le truc qui s'update. Donc en fait, si tu veux faire une histoire d'un jeu qui soit purement real-time, tu peux juste dire c'est un tour simultané où personne ne ferme son tour. Et en fait, grâce à real-time, tu as tous les événements qui vont être streamés. En plus, nous, on les séquence, donc on assure que l'ordre soit toujours le bon. Et on les numérote à chaque fois. Et donc, du coup, tu peux très bien faire du real-time en se basant sur Plane. Après, bon, si c'est pour faire un Counter-Strike, c'est quand même pas le plus adapté. Hmm. Ouais. Ouais. Ah oui. Alors, mais de ce point de vue-là, de toute façon, là, le Puissance 4, par exemple, il est déjà en real-time, en fait. Puisque tu l'as branché. Ce qu'on voit pas, mais si les mecs ils sont connectés, tu as le petit point vert qui te le dit. Et donc, du coup, il y a effectivement des gens, par exemple, surtout Puissance 4, quoi. On n'a pas envie de se faire chier à faire ça en 2 semaines. On se brancher dessus. Il y a un système qui est assez intelligent qui dit que si jamais le mec est connecté
Ça va pas lui envoyer d'email, ça sert à rien. On va juste lui faire le petit My Games, ça va EP. Le mec va sur le jeu, la partie, elle se fait en temps réel. Donc oui, effectivement. Les deux d'ailleurs. Donc il y a moyen de faire du jeu qui soit même pas vraiment tour par tour. Et dans le jeu tour par tour, de toute façon, tout est updaté en temps réel sur tous les devices. Il y a d'autres questions? Ça vous donne envie? Ouais. Et là, le Puissance 4, donc, il est sur GitHub. Donc si vous voulez regarder un peu les sources de ce qui a été fait, c'est en ligne. La docu, elle est en train de vachement s'étoffer. D'ailleurs, plus que quand j'avais fait la présentation à l'Epitech et j'ai pas trop mis à jour les slides. Mais il y a vraiment un truc qui prend par la main pour voir un peu quelles sont les étapes. Donc là, dans la présentation du SDK, en fait, après, il y a en fait des snippets de jeux qui montrent telle ou telle fonctionnalité. Donc il y a vraiment moyen de démarrer rapidement. Et du coup, bon, après, moi, je connais bien le framework, donc c'est un peu biaisé, mais clairement, le puissance 4, ça se fait du coup en une après-midi, quoi. Et après, pour faire un truc un peu plus stylé ou avec de la réflexion, mais ce qui est cool, c'est que ça permet de se concentrer uniquement sur la créativité, quoi. Ah, ça, pour l'instant, on n'a pas de truc comme ça. C'est possible qu'à un moment, il faille faire quelque chose de ce genre-là, mais pour l'instant, on n'a pas. Ce serait assez compliqué. À l'heure actuelle, ça, en fait, c'est pas absurde et ce serait certainement possible de notre côté. Par contre, si en tant que développeur extérieur, tu voulais le faire, là, tu serais vraiment obligé de tweaker le système. Tu serais obligé d'avoir en fait un mec qui s'est fait un profil, je sais pas, faire un truc du genre Selenium ou Phantom pour chaque fois que tu as un joueur qui s'est connecté, que ton faux joueur il se connecte pour accepter la partie et lancer ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, nous, on pourrait très bien faire en sorte que ça c'est, mais pas trop à l'heure du jour. Alors le début, les premières lignes de code, on va dire que c'était octobre 2014. Et c'était le jeu en fait de base, c'était ça. Qui est d'ailleurs assez cool hein, si vous voulez essayer. Ça c'est un jeu sur lequel il y a moyen de vraiment bien triper. Il y a pas mal de monde. C'est un jeu de risque en fait. Avec plusieurs cartes possibles. On peut jouer de 2 à 6, on peut jouer par équipe ou tout seul. Et le truc qui est cool, du coup, on peut jouer soit avec le reste de la communauté, en allant rejoindre une des parties qui est existante là, ou alors de créer un jeu spécifique avec ses potes. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est par exemple là, je vais être là, j'ai envie de jouer avec mes potes, et là, je configure tout ce qui m'intéresse. Donc j'ai envie de jouer ouais, par équipe. Bah là, si les gens se connectent et répondent tout de suite, on fait la partie en temps réel. Ouais, ouais. Et là, du coup, voilà, pour que vous voyez un peu le principe. Là, c'est tous les gens avec qui j'ai déjà joué, donc tous mes potes. Et du coup, hyper simplement, je les sélectionne, je les invite, et puis voilà, le jeu se lance. Et une fois qu'ils ont accepté, la partie est lancée. Et toute cette interface-là, qui a été pas mal optimisée justement, on a regardé dans le jeu de risque qu'est-ce qui pêchait un peu, pourquoi est-ce que les utilisateurs n'étaient pas hyper contents. On a un peu tweaké pour faire en sorte justement que ce soit bien. Toute cette interface-là et cette expertise, disons, qu'on a plus ou moins bâti avec le jeu de risque, bah vous l'avez d'office, quoi. Donc ça consiste à dire que voilà, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de parties open, mais en même temps qu'il y en ait toujours qui soient créées. Donc là, il y a des parties open, par exemple, qui sont créées sans qu'il y ait personne dedans. C'est parce qu'on a remarqué qu'en fait, les gens préfèrent aller dans une partie open où il n'y a personne, plutôt que de dire j'ai envie de créer une partie open et la configurer. Ouais, c'est des trucs tout bêtes en fait, mais finalement c'est ce qu'on voit quoi. Et puis après, bon, il y a les histoires de notifications, comment les faire bien, comment passer en dehors des spams, comment tout gérer pour que ce soit nickel. Et donc tout ça en fait c'est fourni d'office quoi. Alors pour l'instant c'est alors ouais dans la timeline, du coup la techno
Et le fait de pouvoir se brancher dessus, c'est disponible depuis fin 2014. Ah non, mais en fait, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit octobre 2014, c'était octobre 2013. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, 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 non. Ça aurait été vraiment, vraiment costaud, quoi. Ouais, 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 ouais. Mais donc, du coup, c'est dispo depuis la toute fin 2014. Là, on commence à avoir des développeurs qui s'inscrivent. La docu, elle est encore perfectible. Mais en gros, il y a 25 développeurs qui sont inscrits, dont 3 qui sont en développement actif, dont un, Café Territories, en fait, qui a branché un jeu existant sur Blind. Disons un jeu qu'il avait déjà codé. Il n'a pas tout fait ça depuis décembre 2014. Donc voilà, ça fait un jeu qui marche, sur lequel il y a du monde, 3 jeux qui sont en développement actif et genre 25 mecs qui sont inscrits pour voir un peu comment ça marchait, quoi. Voilà. Et donc, bah, vous êtes combien? Demain, 45, c'est ça? Bon, en tout cas, ouais, je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. Et comme ça, après, on peut discuter. Moi, je peux vraiment accompagner aussi quand vous avez des questions. La doc, elle évolue en fonction aussi des besoins qu'on nous... Bah, la roadmap, c'est justement d'avoir un truc qui soit hyper simple pour qu'un développeur arrive, se pose, ait aucune question à se poser et puisse démarrer. Après, du coup, ça va être d'essayer d'accompagner justement les besoins de Territories, qui était l'autre jeu, pour que eux, ils puissent sortir en étant vraiment contents de à quoi ça ressemble et pour qu'ils puissent un peu faire la com qu'ils veulent dessus. Et après, nous, les trucs qui sont très importants, on a parlé multi-device tout à l'heure, mais à l'heure actuelle, pour l'instant, c'est que web. Donc là, c'est des gros chantiers. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que le jeu il soit pas uniquement sur web, mais justement au sein d'une appli dédiée. Ça, on a les prototypes, on sait qu'on peut y arriver, c'est juste que ça prend du temps à faire un truc qui soit production ready. Voilà. Et donc on est 3, mais je suis le seul à être à plein temps pour l'instant. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, si vous voulez être en contact, le mieux c'est ça en fait, sur developers.plane.com, sur la page d'accueil. Et là, comme ça, après, on peut échanger et ça vous permet. De toute façon, vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit comme autorisation de notre part pour pouvoir faire un jeu si vous voulez créer une appli ce soir pour tester. C'est open. Mais si vous laissez le mail, après, nous, on pourra revenir vers vous, faire un peu le suivi. Voilà. Merci. Alors, juste petit sondage, qui est intéressé là pour en essayer un? Ah, super, c'est cool. C'est cool. Ouais. Ah, il y a un autre truc aussi, on a un Twitter qui est assez actif. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu au début de la présentation, @PlineGames. Et là, il y a des questions-réponses. On va sûrement utiliser ça pour des FAQ. Donc ce sera, en fait, c'est le moyen le plus simple. Comme les développeurs sont souvent ultra connectés, Twitter, c'est un bon point d'accès. Donc si vous voulez nous suivre sur PlineGames, c'est super. Ouais. Comment on accède au jeu que vous avez présenté? Comment on accède au jeu simplement? Alors là, du coup, quand on crée le jeu, du coup, donc toi, tu mets le game name et namespace. Et du coup, en fait, le jeu, il devient accessible comme ça. C'est-à-dire que Connect4, son namespace, c'est connect4.plane.com. Toi, si tu as fait ce jeu-là, tu as juste à envoyer connect4.plane.com à tes potes et ça les amène sur ton jeu. Voilà. Bon, bah merci beaucoup. Et j'espère vous aider à mettre vos jeux en ligne.